Alors, comme promis, nous poursuivons la découverte des vieux grimoires du fonds ancien de la médiathèque du Cateau. Et ça va être un chapitre qui va vous présenter des livres sur la vie plus pratique, donc la vie quotidienne en quelque sorte, la santé, le commerce, l'enseignement, évidemment sous l'Ancien Régime, et à partir de la découverte de différents ouvrages qui sont cachés dans les rayonnages de notre médiathèque. Dans la poussière des vieux étages, un grimoire d'or sans un regard, les pages roussies sous l'outrage, des années gravées dans son regard. Alors quand on se promène devant les rayonnages, on est frappé par la différence de format des différents livres. Il faut savoir que la technique de base, donc pour fabriquer un livre, donc la reliure, c'est on prend une grande feuille de papier, une très grande, genre feuille de journal, quoi, pour donner une idée du format. Donc une feuille qui n'est pas loin d'1 mètre carré. Et si on relie ces feuilles sans les plier, donc on a un ouvrage de très grand format, genre encyclopédie. Donc sur le plan technique, on appelle ça un ouvrage en in plano. C'est assez rare, ça coûte cher. La plupart du temps, on plie cette feuille en deux. Donc ça permet d'avoir un format un peu plus petit. Et on a un ouvrage qu'on appelle in folio, comme celui-ci. Vous voyez en gros 40 cm de haut. Bon, la lecture, vous voyez, ce sont des livres anciens du domaine ecclésiastique. Donc c'est un in-folio, ça vous donne des livres de format, un peu comme les encyclopédies actuelles, d'environ 40 cm de haut. Si on continue à plier la feuille au lieu de la plier en 4, non, plutôt au lieu de la plier en 2, on la plie en 4. On obtient un format un peu plus réduit, un livre d'environ 30-35 cm de haut, que l'on appelle in quarto, puisque c'est plié en 4. Si on continue à plier cette feuille, on la plie cette fois en 8, on obtient un livre, pratiquement un livre format de poche, ce qu'on appelle in octavo, donc plié en 8. Et puis on peut continuer comme ça, plier la feuille en 12, en 16 d'épaisseur, ce qui fait que l'on peut, à la limite, bon, c'est un exploit technique, mais obtenir des livres de la taille environ de 2 cm, on les trouve à titre de curiosité dans les musées, des livres qui ont la taille en gros d'un timbre-poste. C'est vraiment ce qu'on appelle des livres d'ultra-poche, quoi. Donc selon le nombre de plis de la feuille de départ que l'on a effectué, eh bien, on obtient différents formats, et vous voyez qu'il y a une très grande effectivement différence de format. On a des livres qui sont encore plus grands que ce in-folio, mais ils deviennent très difficilement manipulables. Un dictionnaire au coin usé, gardien des mots qu'on a tissés, chaque feuille un secret dévoilé, un souffle ancien presque oublié. Alors tout à l'heure, au début du magazine, je vous avais promis des trésors. Eh bien, voici deux, des livres très insolites. Le premier, c'est le dictionnaire portatif de santé. Donc c'est l'ancêtre du Larousse médical. Le Larousse médical, c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de succès, surtout dans les années 60-70. Un ouvrage publié à partir de 1952 qui vous montre, page après page, que vous devez être atteint de toutes les maladies dont les photos illustrent les symptômes effrayants
effrayant en tournant les pages des différents chapitres. Alors ce dictionnaire portatif de santé, j'en connaissais l'existence, mais j'ai été intrigué parce que vous voyez, sur la page de garde, il n'y a pas de nom d'auteur. Et l'auteur, c'est un dénommé Charles-Augustin Vandermonde, que l'on connaît très bien, puisque c'était un natif du moins sa famille, était native de Landrecies. Alors lui-même, Augustin Vandermonde est né à Macao, vous voyez que de Landrecies à Macao, il y a quelques distances, quoi. Et il est médecin. Donc on est en 1750. Oui, 1760 plutôt. 1760, elle fait paraître cet ouvrage en 2 volumes, vous voyez qu'il est portatif, c'est un livre de poche. Bon, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont porté, mais nous avons un indice. Alors c'est le sous-titre dit tout sur l'intérêt du volume. Dictionnaire portatif de santé dans lequel tout le monde peut prendre connaissance de toutes les maladies, des différents signes qui les caractérisent, chacune en particulier, et des moyens, c'est ça qui est intéressant, moyens sûrs pour s'en prémunir et les remèdes les plus efficaces pour s'en guérir. Donc vous voyez que c'est à la fois un outil de prévention des maladies et de soins. Et donc, enfin, toutes les instructions nécessaire pour être soi-même son propre médecin. Alors je ne sais pas si l'ordre des médecins approuverait cette automédication, mais en tout cas ce livre a eu un certain succès et on ne sait pas trop s'il y avait beaucoup de lecteurs, à vrai dire, mais par la première page, on apprend que ce livre appartient à monsieur Dufour, chanoine de Saint-Géry à Cambrai, donc sans doute un brave garçon qui devait souffrir de toutes sortes de maladies. Alors c'est un livre qui donne, comme son nom l'indique, la liste de toutes les maladies. Parmi ces maladies, il y en a une qui était particulièrement redoutable à l'époque. Alors le nom peut faire rigoler, mais c'est une maladie extrêmement grave, pour ne pas dire mortelle à tous les coups, c'était la colique des peintres, des plombiers ou des barbouilleurs. Alors, quand on dit la colique des barbouilleurs, bon, ça peut avoir tendance à faire rigoler, mais en fait, c'était une maladie, c'est en fait la maladie du plomb, maladie qui était, maintenant on parle beaucoup de la maladie de l'amiante, bien la maladie du plomb, donc, ou du plâtre. À l'époque, donc on est sous l'Ancien Régime, les professions du bâtiment manipulaient sans trop de précautions les matières premières, le plâtre, la fabrication des peintures aussi se faisait avec toutes sortes de mercure, d'arsenic, de plomb, etc. Tout produit assez sympathique à respirer en milieu confiné. Et donc, cette maladie très répandue, on a quelques remèdes. Je vous fais grâce à des symptômes. Mais alors, les remèdes, pour pratiquement toutes les maladies, c'est évidemment à base de plantes ou d'huile, de produits d'extraits d'animaux, etc. Mais en particulier, dans beaucoup de recettes, on retrouve un ingrédient de base. Alors évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 60-70, il y avait dans les médias un guérisseur, un dénommé Maurice Messeyer, qui vous apprenait comment guérir toutes les maladies en mélangeant 5 grammes de pétales de rose, de tulipes, etc. Et donc là, en fait, la matière première, semble-t-il, pour Charles-Augustin Vandermonde, c'est la laitue. Acheter toujours une laitue, ayez toujours une laitue dans un tiroir, parce qu'il semble qu'à feuilleter le livre, que la laitue coupée en 4, alors je ne sais pas dans quel sens, hein, ça vous débrouillez, la laitue coupée en 4 guérit ou du moins soulage pas mal de maladies. Alors il y a des produits totalement assez difficiles à trouver. Par exemple, je prends comme ça au hasard du bois de gaillac, du sulfure, et avec en plus évidemment on a des mesures, mais ce sont des mesures d'Ancien Régime, alors c'est pas des grammes, des kilos, des litres, donc débrouillez-vous avec les mouilles, les sautiers, les gros. Le gros est une mesure, donc débrouillez-vous pour trouver par exemple ici de la salse, deux gros de salse pareille, la salse pareille étant une plante. Moi je tourne aussi au hasard, de la camomille évidemment, donc
une pincée de ceci ou de cela. Bon, vous vous débrouillez. En fait, on est à une époque où on cherche beaucoup à tout faire soi-même. Mais bien, vous voyez, vous pouvez non seulement vous-même trouver les différentes maladies dont vous souffrez, mais plus intéressant, comment fabriquer les différents remèdes. Alors, adieu les pharmaciens, la sécurité sociale, etc. Donc, un ouvrage que je vous recommande chaudement en 2 exemplaires. Pour la petite histoire, ce monsieur Vandermonde, donc, qui a vécu entre Macao et Landrecies, a eu un fils qui a été un grand mathématicien du 19e siècle. Donc, vous voyez l'excellence de quelques lycées de la région. Alors, nous avons un autre livre. Alors là, c'est beaucoup plus scabreux. C'est de la même époque, 1754. Le titre dit tout. Maladie. Donc, le traité des maladies venteuses. Alors, vous savez, depuis Molière, on sait que les médecins d'Ancien Régime avaient une culture médicale assez sommaire, et donc il fallait se débrouiller avec les différents symptômes que l'on pouvait détecter pour diagnostiquer de quelle maladie souffrait le patient. Et donc, ce livre, alors il y a, donc, vous voyez un livre édité à Paris par un certain monsieur, le docteur Combalusier. C'est peut-être l'ancêtre des ascenseurs. Mais ce qui est assez mystérieux, c'est qu'on parle d'un traducteur. Alors, je ne comprends pas comment traduire du français en français. Enfin bref, c'est peut-être un plagiat. Et donc, le traité des maladies venteuses, alors ça va devenir scabreux, mais il faut bien expliquer les choses par leur nom. Donc, le patient fait venir le médecin chez lui et lui décrit ses différents symptômes. Le médecin se gratte la tête. Désolé, malgré l'usage du dictionnaire portatif de santé, je ne peux absolument pas vous dire de quelle maladie vous souffrez. Donc, pour compléter l'examen clinique, si j'ose dire, le médecin se penche solennellement jusqu'à l'arrière-train de son patient et lui demande d'un air très sérieux « Veuillez péter un coup ». Je suis désolé, hein, c'est grossier, mais c'est la réalité. Donc, après un gros prout, le médecin examine si je peux dire, quoi. Donc, en fonction de l'odeur, de la longueur, la flatulence, le médecin décrit, ou du moins diagnostique telle ou telle maladie, et vous voyez qu'on a quand même, c'est un ouvrage très sérieux de presque 200, presque 300 pages, avec les différentes maladies que l'on peut détecter à partir d'une simple opération physiologique que la morale réprouve, qu'en général à laquelle on ne se livre qu'en privé. Mais vous voyez, là c'était un auxiliaire médical en quelque sorte. Donc c'est l'un des trésors, l'une des perles de ce fonds ancien dont peu de monde peut connaître, enfin soupçonner plutôt l'existence. Alors nous allons cette fois quitter les vieilles reliures pour nous pencher sur un livre récemment édité, enfin plutôt réédité, donc reliure moderne de 86, mais qui est un trésor pour la géographie régionale. Si vous voulez savoir à quoi ressemblaient les villages du Cambrésis, de la Vénois, de Picardie, etc., des Ardennes, bien, nous avons un magasin, les albums de Croy. Alors nous allons nous approcher de cette magnifique collection. Je vais vous en dire quelques mots, parce que c'est une histoire là aussi rocambolesque d'édition. Un banc usé dans la lumière, un livre ouvert plein de mystères, le bruit des pages effleure l'air comme un murmure imaginaire. Donc la visite du fonds ancien se termine. J'espère que vous avez apprécié ces trésors très discrets cachés dans nos rayonnages qui sont à votre disposition sur rendez-vous pour une lecture plus attentive. Alors nous allons terminer avec la réédition d'un trésor, là encore, qui ne concerne pas directement le Cateau, mais la région. Ce sont les albums de Croy. Alors les albums de Croy, c'est pour connaître
près de Croix parce que c'était des gouaches, des peintures qui avaient été effectuées à l'initiative d'un prince, Charles de Croÿ, qui était un prince qui vivait aux alentours des années 1590-1600 et qui était administrateur de toute notre région. Alors quand je dis notre région, très large, donc l'actuel Avesnois, la Picardie, les Ardennes, une partie de la Belgique donc les Flandres, etc. Donc il était administrateur et à ce titre-là, c'est lui qui délivrait les permis de construire. Enfin, je donne les versions contemporaines. Mais disons, il avait besoin de savoir à quoi ressemblaient les terrains, les villes, les villages, les hameaux, les campagnes qu'il administrait. Comme à l'époque, on n'avait pas accès à Google Maps, ni aux photos, ni aux films, eh bien, comme c'était un garçon très, très scrupuleux, il voulait savoir à quoi ressemblaient précisément ses possessions. Et donc, il avait mandaté un peintre valenciennois dénommé Adrien de Monsigny, qui, avec des aides, le malheureux peintre ne s'est pas promené tout seul, eh bien, c'est ce peintre et ses équipes d'adjoints ont traversé toute notre région. Donc, on est en 1600 à peu près, donc à une époque où il n'y a pas de route carrossable, où il y a quelquefois des guerres, des batailles, etc. Et donc, ce peintre va réaliser des gouaches illustrant chacun des villages, chacune des villes, les hameaux, etc., de possession de Charles de Croÿ. Toutes ces gouaches, il y a plusieurs milliers de gouaches qui sont le résultat de ce travail assez long, ça prend plusieurs dizaines d'années. Ces gouaches, il y a environ 4000, ont été par la suite à des différentes guerres européennes, de la Révolution, etc. Les gouaches qui étaient rassemblées chez le prince de Croÿ, ces gouaches ont été dispersées dans toute l'Europe, aussi bien à Bruxelles, alors on en a trouvé en Allemagne, en Autriche, en France, en Belgique, et puis au fil des années, des universitaires, des chercheurs ont réussi à reconstituer l'ensemble de ces albums, ce qu'on appelle des albums de Croÿ, et tout cela a été réédité dans les années 80, et nous en avons quelques exemplaires qui rassemblent les gouaches, qui illustraient donc dans les années 1600 en gros, notre région. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemblait chaque village de notre région, bien vous plongez dans les albums de Croÿ. Et alors le problème, c'est que je vous disais, c'était les possessions du prince de Croÿ qui étaient illustrées. Malheureusement, c'est moi qui le dis, hein, malheureusement, le Catésie, le Cateau, est en possession des archevêques de Cambrai, étant théoriquement une principauté indépendante. Les peintres qui passaient dans la région ne se sont pas intéressés au Cateau ni au Catésie, puisque ça ne faisait pas partie des possessions du prince de Croÿ qu'ils devaient illustrer. Mais en particulier pour la vallée de la Salle, toute la zone valencienne, la basse vallée de la Salle, donc la région entre Valenciennes et Solesmes, est parfaitement représentée sur les albums de Croÿ. On trouve donc des illustrations de Valenciennes, Noyelles-sur-Selle aussi, Solzoir, Solesmes, jusqu'à Briastre. Et puis après Briastre, on arrive à Neuvilly, Monté, le Cateau, Saint-Sous-Samenin, Saint-Souplet. Tout cela étant des possessions des archevêques de Cambrai. On n'en a pas d'illustration, mais après on revient à Molin, source de la Selle, qui ne figure pas d'ailleurs sur la gouache, mais donc on a Molin, puis après un peu plus au sud, Busigny, et on a également Caudry, qui à l'époque était un très gros village, et puis on a, c'est ce que nous allons vous montrer, près du Cateau, Forêt en Cambrésie, Croix-Caluyo, et un hameau qui m'est cher, parce que je vais m'y promener régulièrement, le hameau d'Amerval, situé entre Neuvilly, Forêt, Solesmes. Enfin, quand j'en parle, personne ne connaît Amerval, mais c'est un village, un hameau plutôt, qui a eu une histoire très, très riche sous l'Ancien Régime et qui est représenté, donc, qui a l'honneur d'être représenté sur les albums de Croÿ. L'odeur des livres nous enlace comme un parfum d'un autre temps. Chaque ligne un écho qui irradie les horloges, les souvenirs vivants.
Alors, parmi les nombreuses gouaches, le hameau d'Amerval. Alors, c'est on précise, 1621, donc on est après l'assassinat d'Henri IV. Et je connais bien le hameau d'Amerval, qui compte une vingtaine de maisons aujourd'hui, qui était beaucoup plus important vers les années 1900. Et le problème, c'est qu'on n'a absolument aucun détail, enfin aucune annotation sur l'emplacement du peintre quand il a effectué la gouache. Alors, patiemment, vous voyez, comme une enquête policière, je me suis demandé comment situer cet endroit, puisqu'on n'a pas de relief, pas d'indication de route, etc. Donc, on voit simplement un chemin avec beaucoup de personnages. Au total, on a 11 personnages, dont un bébé, un enfant qui joue avec un petit moulin en papier, ce qui est un peu prémonitoire, puisque aujourd'hui, Amerval est surtout connu pour les 5 éoliennes les 8 éoliennes plutôt, qui surmontent le hameau. Et donc, c'est l'une des gouaches assez intéressantes. Alors, on y voit donc 11 personnages, dont un berger qui garde des animaux qui semblent en assez bonne santé. Et puis, on a une intrigante, au centre de l'image, une intrigante maison totalement fermée, en bois, avec une fumée qui s'échappe d'une cheminée. Et le reste des bâtiments, c'est du torchis, des toits de chaume, c'est vraiment l'habitat rural d'autrefois. Et puis à l'horizon, une forêt. Bon. Alors, comment savoir d'où... Parce que le plan d'Amerval, le plan du hameau, c'est en gros une croix. On a 4 chemins qui se croisent et qui partent chacun dans une direction différente. Et l'un des indices, c'est que sur cette série parce que visiblement le peintre se promenait et puis d'un village à l'autre, il remplissait un carnet, un carnet de croquis, il ne faisait pas la gouache sur place, et puis il avançait d'un village à l'autre, donc en gros il partait le midi et le soir venu, il arrêtait de peindre après avoir parcouru quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres et avoir effectué une dizaine de croquis. Et on voit que le ciel d'Amerval est très sombre, très agité. Il y a donc un orage qui se prépare. On est en été, évidemment, puisque les arbres sont feuillus, les personnages ne sont pas trop chaudement habillés, et pourtant, il y a cette cheminée qui fume. Donc, est-ce que c'est une maison ou un atelier? C'est assez mystérieux. Moi, j'ai interprété comme étant l'atelier d'un alchimiste qui est en train de préparer quelques potions bizarres. C'est mon imagination qui travaille. Par contre, donc, plus intéressant, c'est que quand un orage s'approche, en général, en été, le vent vient du sud-ouest. Et on voit que les arbres, enfin, en particulier le premier arbre au premier plan, à gauche, visiblement, le vent vient de la gauche, le vent souffle de la gauche. Donc, on peut estimer que le sud-ouest est à gauche. Donc, à partir de là, on peut déterminer la direction générale, enfin, l'emplacement du peintre de façon assez approximative. Et dans ces gouaches, on retrouve beaucoup de points communs. Par exemple, on a souvent on a des cadres qui entourent les différentes gouaches qui sont très richement illustrées. On trouve souvent des arbres, alors un peu des arbres très légers, genre bouleaux, peupliers, avec des branches assez, comment dire, une ombre très légère. Et puis, c'est visiblement le même type d'arbre. On retrouve, c'est plus sinistre, des gibets, parce qu'autrefois, la justice était... Quand je dis la justice, je veux dire les exécutions capitales étaient rendues par décision du châtelain du lieu, et puis on exécutait sur des gibets les condamnés. Donc les gibets, ce qu'on appelle les bois de justice, on les retrouve régulièrement sur les gouaches des albums de Croy. Pour la petite histoire, au Cateau, nous avions aussi une justice, c'est-à-dire un lieu où on exécutait l'office du tourisme ne se presse pas de le faire savoir, mais quand vous montez par le chemin vert du côté des Essarts, en allant vers le chemin de Troisville, en direction de Cambrai, bien sur la droite, quelque part dans les champs, on trouve sur les cartes,
les cadastres anciens, le lieu-dit la justice. Alors la justice, quand on voyait la justice sur un cadastre, c'était l'endroit où l'on pendait les condamnés à mort. Donc vous voyez que c'est une justice assez expéditive. On trouve aussi souvent des personnages un peu stéréotypés. On trouve souvent des paysans qui, par groupes de 2 ou 3, se promènent, des voyageurs, et puis quelquefois des armées carrément en déplacement, ce qui prouve que la période n'était pas trop pacifique. Lecture silencieuse, cœur apaisé, chaque mot une rivière à traverser. Les grimoires chuchotent l'éternité dans leurs ombres, immortalité. Alors il a été dit que beaucoup de ces livres étaient à usage pédagogique. Eh bien nous avons ici un livre assez ancien. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'encyclopédie Tout l'univers, dont beaucoup d'entre nous ont pu bénéficier des connaissances dans les années 60-70. Et cet ouvrage, en plusieurs volumes, explique aux jeunes gens, alors le sous-titre étant le spectacle de la nature, c'est le titre du livre, ou entretien sur les particularités de l'histoire naturelle qui ont paru les plus propres et à rendre les jeunes gens curieux et à leur former l'esprit. Vous voyez le caractère pédagogique. Donc 1747, et imprimé chez la veuve Étienne et fils, rue Saint-Jacques, avec approbation et privilège du roi. Je vous en parlais tout à l'heure. Il faut savoir que quand vous regardez les portes de ces placards, on y trouve des cartons, des fiches indiquant le contenu. Donc vous voyez, étagère numéro 1, 2, 3, etc. Il faut savoir qu'il y a, moi quand j'ai connu il y a une vingtaine d'années ce fonds ancien, il était totalement méconnu, et c'était un désordre, une anarchie de première classe, puisque personne n'avait inventorié depuis des décennies ce fonds ancien. Et puis il y a une dizaine d'années, la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, a mandaté une chercheuse, Madame Pasquet, qui est venue avec beaucoup d'humilité, de patience, pendant des semaines entières, et elle a inventorié le fonds, donc elle l'a catalogué, et elle a rangé les différents ouvrages dans des placards en respectant un ordre très, très, très soigneux. Et ce qui permet aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de lecteurs vont s'intéresser à ce fonds ancien, mais ce qui permet, quand on cherche un ouvrage, de le retrouver très rapidement. L'odeur des livres nous enlace comme un parfum d'un autre temps. Chaque ligne un écho qui irradie les hordages, les souvenirs vivants. Alors il est fréquent de se désoler du faible niveau des élèves, que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, ou même à l'université. Donc faible niveau des élèves en mathématiques. Eh bien nous avons découvert dans le fonds ancien un vieux grimoire, lui aussi, des années 1740, un cours de mathématiques, éléments de mathématiques dont une mention manuscrite indique qu'il a été utilisé au collège du Cateau. Et donc ces éléments de mathématiques vous permettront de sans doute passer le bac. Vous voyez, il y a des équations au premier et deuxième degré, même les règles simples de la multiplication, de la division. Vous voyez, des exemples pratiques de mathématiques. Donc là aussi, pas besoin de cours de soutien assez onéreux. Venez donc feuilleter les vieux grimoires de la médiathèque. Alors les problèmes de santé sont souvent fréquents dans le Catésie ou ailleurs. Alors nous avons réservé pour les personnes intéressées une sorte de dictionnaire de santé, vous voyez, avec dictionnaire universel des drogues simples, drogues au sens médicament. Alors il y a là-dedans toutes sortes
de recettes pour soigner les maladies les plus courantes, les plus complexes, etc. Donc, plus besoin là non plus de s'inscrire auprès de la sécurité sociale. Dites adieu à votre pharmacien et venez feuilleter les pages de ce livre, assez ancien, puisque, vous voyez, il date là aussi de l'Ancien Régime, et il est peut-être encore en cours de validité. Ça, l'exercice illégal de la médecine ne m'étant pas autorisé, donc venez juger par vous-même. Alors, je pense vous avoir dit que nos livres sont des voyageurs. Donc, bien sûr, beaucoup ont été édités à Paris, à Lyon, dans la région du Nord, mais certains viennent de l'étranger. Et en particulier, j'ai été très heureux de trouver dans les rayonnages 2 livres qui ont été édités à Liège, en Belgique. Je connais très bien la ville de Liège. J'ai un peu étudié l'histoire de l'édition liégeoise. Et puis, parmi ces 2 livres, donc là aussi des années 1700, l'un du tout début 18e, l'autre des années 1770. L'un de ces livres a été édité à Liège, donc par un dénommé Clément Plompteux, dont j'ai étudié l'histoire. C'est un personnage un peu mystérieux du XVIIIe siècle. Alors Liège était une ville très riche, une principauté ecclésiastique, donc ce qui veut dire que pour les éditeurs, le marché était tout trouvé. Les librairies étaient inondées d'ouvrages pieux, ce qu'un auteur satirique a pu qualifier de marché de la bondieuserie et de la prêtraille. La bondieuserie et la prêtraille, donc le marché de la religion et à l'usage des curés. Et donc, il y avait aussi un marché de livres. Liège était une capitale de la franc-maçonnerie, donc il y avait aussi des éditions de livres pour la franc-maçonnerie. D'ailleurs, Clément Plompteux, dont je vous présente l'un des ouvrages, Dictionnaire du commerce, était lui-même... il était d'abord bibliothécaire. Il a traversé le XVIIIe siècle. Bibliothécaire, ensuite il est devenu libraire. Alors libraire veut dire éditeur, donc imprimeur. Aujourd'hui, le libraire se contente de vendre des livres qu'on lui rapporte par plein carton. À l'époque, c'était donc un imprimeur. Et ce Clément Plompteux donc, est mort ce qu'on peut en savoir en 1799. C'était l'un des principaux éditeurs de la ville de Liège. Alors, nous avons aussi un autre livre imprimé à Liège, chez un dénommé Broncard. Donc là, c'était à l'usage de la gentry, des privilégiés. C'est le théâtre de la noblesse du Brabant, donc, qui présente la liste des familles aristocratiques de toute cette région. Une autre curiosité locale, c'est un codex des médicaments, donc un code pour la dispensation des médicaments. C'est un livre, là encore, des années 1740, édité par un pharmacien qui s'appelait Jean-Baptiste, je ne vous dirai pas son nom. Alors c'est une sorte de code de la route pour les pharmaciens, et à la lecture de la préface, on pourrait peut-être soupçonner certains pharmaciens de l'époque de distribuer des médicaments plus ou moins approximatifs. Et donc ce codex, donc ce livre, ce dictionnaire, cette encyclopédie des médicaments, donne par ordre alphabétique la liste des médicaments ou des plantes qui sont autorisées à usage pour guérir les maladies, avec les dosages précis. Donc c'est un ouvrage technique qui peut encore peut-être aujourd'hui être utilisé. J'espère que ce magazine fourni vous a permis de découvrir les différentes facettes, les différents trésors de notre fonds ancien. Donc ces 3700 volumes du XVIe au XIXe siècle. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous à la médiathèque si vous voulez consulter l'un ou l'autre de ces grimoires, comme j'ai l'habitude de le dire. Ce sont des trésors cachés non pas dans les souterrains, mais dans les hauteurs de notre médiathèque.